Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Il est 18h dans les locaux de la 88.6. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Savoir politique sur Océan FM. Après son accession à la souveraineté internationale le 1er août 1960, la République du Dahomey, devenue République du Bénin, fit son entrée à l'Organisation des Nations Unies le 20 septembre de la même année à travers la résolution 147 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 23 août 1960. Depuis, le Bénin entretient des liens de coopération avec les Nations Unies en participant activement à la vie et au fonctionnement de l'organisation et tire profit des bénéfices de cette coopération en qualité de membre. Aujourd'hui, au cours de cette émission, pour évoquer cette coopération vieille de 58 ans, nous avons choisi pour thème le Bénin au sein des Nations Unies. Quel est le rôle et la place du Bénin dans le système onusien ? Que représente ou que pèse le Bénin au sein de l'institution onusienne à côté des grandes puissances comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France? Quelles sont les retombées de sa coopération avec les Nations Unies sur le plan interne? C'est pour répondre à ces différentes préoccupations et questions que nous avons invité pour vous deux universitaires. Nous avons avec nous en studio la professeure Dandi Nyamou, agrégée de droit politique et de droit public, première femme professeure titulaire en droit au Bénin, conseillère à la Cour suprême et puis directrice du Centre de droit international et de l'intégration africaine de l'Université d'Abomey-Calavi. Et en face d'elle, Madame la professeure, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois que nous recevons une femme et c'est la 4e émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, en face de vous, nous avons le docteur Théodore Locourt, diplomate, ambassadeur à la retraite, docteur en droit public et enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Oui. Alors, bonsoir chers invités et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, au micro, Alain Tosnon et avec moi, j'ai Mora Gaba pour les 52 minutes que va durer donc cette émission. Bonsoir Mora. Bonsoir Alain, bonsoir chers invités, bonsoir amis auditeurs et auditrices. À la technique, Stéphane Makobi. Il faut le préciser, Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO en collaboration avec Océan FM, la radio des défis. Le CESPO, faut-il le rappeler, est un laboratoire de recherche politique de l'Université d'Abomey-Calavi, dirigé par le professeur agrégé Idja Kakaï, coordonnateur du Master Recherche en sciences politiques fondamentales. À 18h30, nous aurons dans cette émission la chronique qui apportera quelques précisions sur le thème du jour. Elle nous a été proposée par Maître Marcel Arnaud Damata, juriste de droit international, diplômé du cycle 2 en diplomatie et relations internationales. Alors, chers amis auditeurs, participez au remis-ménage de ce numéro en répondant à la question qui suit via WhatsApp au 94 11 29 09, 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Kofi Annan est le seul Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies depuis sa création. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Je reprends pour vous la question. Kofi Annan est le seul Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies depuis sa création. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Plusieurs lots sont à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis, près le Bénin et le CESPO. Les auditeurs peuvent aussi intervenir en direct sur l'émission pour poser leurs différentes préoccupations sur le thème en appelant les numéros 65 00 24 24 ou encore 21 33 84 19. Le standard sera ouvert dans une trentaine de minutes. Alors, Madame professeure, dites-nous, notre première question s'adresse à vous. Alors, dites-nous, quand on parle des Nations Unies, que doit-on comprendre? Alors, les Nations Unies, c'est d'abord l'Organisation des Nations Unies, donc cette association d'États qui a été créée par un traité, le traité de San Francisco, et qui fondamentalement est là pour maintenir la paix, la sécurité au niveau des États du monde. Donc c'est d'abord ça, l'Organisation des Nations Unies, quand on parle des Nations Unies. Mais c'est aussi ce que l'on appelle le système des Nations Unies ou encore la famille des Nations Unies, hein, selon le terme Nations Unies de Roosevelt. C'est-à-dire qu'à côté de l'Organisation des Nations Unies,
On a un ensemble d'autres organisations techniques, un ensemble d'organisations liées ou reliées à l'Organisation des Nations Unies, différentes agences liées à l'Organisation des Nations Unies, comme le PNUD ou en organisation même l'UNESCO ou la Banque mondiale, qui sont l'OMS, qui sont liées à l'Organisation des Nations Unies et donc qui sont là, toutes ces organisations, pour atteindre le but ultime de l'organisation, éviter qu'il y ait une paix dans le monde et assurer à tous les peuples de la Terre une égalité et une atteinte des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité. Donc voilà, d'abord, Nations Unies, c'est l'Organisation des Nations Unies, cette association qui est composée aujourd'hui de 193 États sur les 197 que l'on connaît, et la famille des Nations Unies ou encore le système des Nations Unies, c'est cette Organisation des Nations Unies, plus les autres organisations universelles qui sont liées à elle, et les principaux programmes qui ont été mis en place par les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies. Alors, merci. D'accord. Ambassadeur Théodore Loko, hier Société des Nations, aujourd'hui ONU, cette association d'États souverains fondée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour assurer la paix et la sécurité des États et du monde, reste-t-elle fidèle à ce principal objectif de départ ou bien sa mission s'est-elle élargie? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Pour bien comprendre, parce qu'il y a un mandat au départ. Ce mandat n'a pas évolué. Parce qu'il faut avouer que la charte avait une originalité, c'est de proposer une nouvelle conception d'ordre international. Et l'ONU crée un cadre unique où la politique internationale vise le progrès de toute l'humanité, dans presque tous les domaines. En cela, c'est une originalité. Ce mandat ne change pas. Mais ce qui change, c'est le mode opératoire. Madame le professeur vient de parler des institutions qui ont été créées au fur et à mesure du temps. Vous allez constater, la charte permet à chacun de ces organes principaux de créer des organes subsidiaires pour aller plus loin dans la réalisation des tâches, des objectifs. Donc, il faut retenir grosso modo que le mandat ne change pas, mais le mode opératoire amène à évoluer. Exactement. Okay. C'est ça, voilà. Alors, Madame le professeur, dites-nous, l'adhésion du Bénin à l'Organisation des Nations Unies s'est faite le 20 septembre 1960, soit un mois après son accession à la souveraineté internationale. Alors, cela s'est produit automatiquement ou derrière ce acte-là, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a une procédure à respecter ou quand on est un État souverain d'office, on doit intégrer donc cette grosse boîte-là que constituent les Nations Unies? Alors, en réalité, l'Organisation des Nations Unies, comme toute organisation internationale, connaît une procédure d'adhésion. L'organisation, quand elle est créée, c'est sur la base d'un traité et en général, les États qui ont participé à la rédaction du traité vont devenir membres de cette organisation-là parce qu'ils auront signé puis ensuite ratifié le traité, pour notre cas-ci, le traité de San Francisco. Mais pour les autres États qui n'ont pas participé à la rédaction, signer ce traité, eh bien, il y a une procédure selon les États d'adhésion ou d'accession à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies. Et la Charte des Nations Unies prévoit en réalité une procédure tout à fait simple. Les États qui souhaitent, à part ceux qui ont signé, ratifié la Charte de San Francisco pour avoir participé aux différentes négociations, eh bien, il suffit juste qu'ils acceptent les obligations en tant que membre de l'organisation. Donc, les obligations étant surtout liées aux principes qui sont posés à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, égalité entre les États, respect de l'intégrité, respect de la paix, non-utilisation de la force armée, etc. Et puis, à part cela, à part le fait de reconnaître qu'on a envie de participer à l'organisation et d'accepter les obligations qui en découlent, eh bien, la procédure est que l'on fait une demande auprès du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies va transmettre cette demande-là au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à la majorité, va décider que, c'est 9 sur 15 actuellement, va décider que l'on accepte que cet État devienne membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc le Conseil de sécurité des Nations Unies fait la recommandation
du coup à l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies va pouvoir accepter que cet État devienne membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est ce que le Bénin a fait. Donc c'est ça en réalité la procédure classique. Alors le Bénin, on aurait pu penser que il accède, comme on dit, par voie de succession, parce que étant un démembrement, entre guillemets, dans le temps de la France, donc puisque la France était l'État colonisateur, on peut penser que par la succession d'États, ils ont eu cette qualité de membre de façon automatique. Mais ce qui s'est passé, c'est que la plupart des États africains, dont le Bénin, ont fait ce qu'on appelle la politique de la table rase. Et donc cette politique de la table rase en matière de succession entre États les a conduits à renouveler leur adhésion à certaines conventions, à certains accords internationaux, à certains traités internationaux, ce qui est le cas pour le Bénin. Ok. Alors, ambassadeur Loko, dites-nous, avec un peu de recul, le Bénin avait-il intérêt à appartenir à cette grosse boîte-là que constitue l'ONU? Quelles étaient au départ les principales motivations? D'abord, vous convenez avec moi qu'un État qui devient fraîchement indépendant, une admission aux Nations Unies, c'est une forme de reconnaissance internationale. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier intérêt. Mais l'autre chose, comme tout État, le Bénin doit avoir une politique étrangère, parce que la politique étrangère est comme un instrument qui permet à l'État d'organiser, de contrôler son environnement international. Ouais. Alors, chaque État vient sur la scène internationale par rapport à cette préoccupation domestique. Aucun État ne peut vivre en autarcie. Donc, indépendant, reconnu aux Nations Unies, déjà reconnaissance internationale, chaque État essaye d'utiliser sa politique étrangère dans un milieu international anarchique. Chaque État a une politique étrangère, un ensemble de principes. Absolument. De bon voisinage, intérêt de l'humanité, tout ça. Mais l'État en face, on ne sait pas toujours quelles sont ses motivations. Ouais. Aujourd'hui, nous vivons des facteurs de tension dans les relations internationales. Fait que l'État a intérêt à contrôler son environnement international. Mais le concept fondamental à la base de ce contrôle de l'environnement international, c'est ce qu'on appelle intérêt national. Alors, cet intérêt national, un pays comme le Bénin, vous imaginez, un petit pays, c'est le président Kennedy qui disait devant le Parlement irlandais à Dublin qu'il n'y a pas de petit pays. Il y a des critères objectifs pour dire, des critères absolus, le territoire, la population, les ressources naturelles, tout ça. Mais en dehors de tout ça, un État peut contribuer au progrès de l'humanité. Les petits pays, pour ne pas être en face des grands. Les centres de conservation, ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi les États. L'intérêt national, au lieu, parce qu'avec les grandes puissances qui contrôlaient la scène internationale, l'intérêt national était défini en termes de puissance. Oui. Mais les États faibles ne sont pas puissants, bien entendu, donc ont intérêt à ce qu'il y ait une autre forme d'intérêt national, mais qui, celui-là, est construit par la culture internationale. Imaginez-vous aujourd'hui, nous sommes menacés par l'environnement. La nature menace. Oui, absolument. Les changements climatiques, le pape François dit que la nature ne pardonne jamais. Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne quelquefois, la nature ne pardonne jamais. Alors face à ça, vous allez voir, les États apprennent à vivre autrement. C'est-à-dire qu'on comprend que l'intérêt national, ce n'est plus en termes de puissance, il faut aller vers les autres pour apprendre à gérer en termes de survie. Alors, donc, dans cet apprentissage, les petits États évoluent comme ça dans tous les domaines. En matière de sécurité, en matière de développement, ils font en sorte que leur intérêt national ne peut même pas être défini en termes de puissance, mais sera construit par la culture internationale, donc ce qui fait le bien commun, donc l'intérêt de tous. Parce que le faible n'est pas suffisamment fort pour faire des menaces. Donc ne parlera que le langage de la paix, du droit. Donc, disons, une introduction de la logique juridique dans les rapports de force. C'est ça qui protège le plus petit. Ok. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent aussi intervenir en direct dès que les antennes seront ouvertes sur l'émission pour poser leurs différentes préoccupations sur le thème en appelant les numéros 65 00 24 24 ou encore 21 33 84 19. Dites-moi, professeur, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'ONU, participe d'une manière ou d'une autre à son fonctionnement. Et comment le Bénin participe-t-il concrètement aux côtés donc, des autres États, aux activités et au fonctionnement de l'organisation?
Alors, je veux, avant de répondre à cette question, je veux m'acquitter je dirais pas d'une obligation, d'un devoir, mais de toute façon, nous parlons aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez, dans votre entame, et ça m'a un peu coupé les bras, vous avez parlé de Kofi Annan, vous avez demandé s'il y a un autre Africain qui... C'est la question remue-ménage. Voilà, bon, c'est une question... Et les auditeurs vous suivent si c'est une question remue-ménage à laquelle je suis tentée de répondre tout de suite. Alors là, si vous allez fausser le jeu. Mais surtout, je voulais dire vraiment tout ce qui est pour nous Kofi Annan, le fait que cette icône de la paix, cette icône du maintien de la paix et de la sécurité internationale, cette icône de la place des relations amicales en droit international, cette icône qui a pu dire que le rôle en fait des grandes puissances, c'est de protéger les plus petits, les plus faibles, représente. C'est pour nous une douleur de voir partir un si grand homme. Donc, je voudrais ici rendre hommage à quelqu'un qui, pour moi, représentait l'évolution du droit international et l'évolution, en tout cas, du droit de l'Organisation des Nations Unies. Ne serait-ce qu'en pensant à la place du secrétaire général des Nations Unies, qui est quand même resté presque 10 ans, puisqu'il a été élu en 97 et qu'il est resté jusqu'en 2006. C'est cette place sur l'évolution de la notion même de souveraineté. Et ça montre, tout à l'heure, l'ambassadeur Loko vous a dit, il y a un changement. D'abord, c'est important d'être dans l'Organisation des Nations Unies parce que c'est la reconnaissance internationale et ça part de l'idée de la souveraineté que vaut finalement la souveraineté en matière politique. La souveraineté est importante, mais que vaut la souveraineté si elle n'est pas reconnue par les autres États. Donc, je voulais ici dire vraiment toute l'importance du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur un monde plus libre, plus sûr, et qui pour moi représentait vraiment l'évolution, la grande évolution du droit international et en tout cas du droit de l'Organisation des Nations Unies. Donc je voulais m'acquitter de ce devoir, de cet hommage, de cette obligation qui pour moi reste principale. Alors, l'Organisation des Nations Unies, finalement, je veux qu'on revienne à l'essence. Est-ce que c'est intéressant ou pas qu'on y soit, comment on y travaille, qu'est-ce qu'on y gagne, Ouais. Mais déjà, l'Organisation des Nations Unies, elle a été mise en place pour un objectif principal, maintenir la paix et la sécurité internationale, développer les relations amicales entre les États. C'est vraiment, il faut se rappeler qu'on a mis en place l'Organisation des Nations Unies pour éviter qu'il y ait d'autres guerres. Oui. À la base, c'est cela. Oui, après, évidemment, pour éviter qu'il y ait d'autres guerres, il y a tout un arsenal sur le plan pacifique qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir éviter que la guerre n'arrive. Donc, nous gagnons déjà en tant qu'État parce que nous bénéficions de la protection en principe du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous nous sommes mis ensemble en tant qu'État pour pouvoir refuser que la société internationale soit le loup pour les États, comme le disait. et comme l'a si bien présenté à différentes époques, que ce soit Hobbes ou Rousseau, le contrat social notamment, les États ont décidé qu'ils mettaient dans les mains du Conseil de sécurité des Nations Unies l'utilisation de la force armée pour pouvoir développer ensemble des relations amicales, pour que le maintien de la paix et de la sécurité internationale soit possible. Il fallait accepter de donner ce pouvoir d'utilisation de la force, sauf cas de légitime défense bien entendu, à un organe principal, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Okay. Donc nous gagnons déjà en tant que tel cette protection-là. Nous savons aujourd'hui que si nous sommes attaqués en contradiction avec les règles du droit international, attaqués sur le plan
armés, nous aurons droit à la rescousse des autres États pour nous défendre. En tout cas, au moins sur le plan théorique, c'est quelque chose pour lequel nous avons décidé d'adhérer librement. Ensuite, en tant qu'État, aujourd'hui, nous participons à travers nos missions. Nous avons une mission permanente, mais je crois que c'est l'ambassadeur. Tout à l'heure, l'ambassadeur, on va lui poser la question par rapport à même de vous donner le vivant de la part de la mission permanente des Nations Unies. Mais nous y gagnons énormément. Déjà en tant qu'État, parce que nous bénéficions de cette protection, en tant qu'État, pas parmi les plus riches, nous bénéficions de l'action coordonnée du système des Nations Unies sur notre territoire. Nous avons défini ensemble avec l'Organisation des Nations Unies notre plan de développement pour atteindre des objectifs du développement durable. Et cette conjonction, cette coordination au sein du système des Nations Unies à notre bénéfice n'est possible que parce que nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Donc pour moi, jusqu'aujourd'hui en tout cas, la place et la présence du Bénin au sein de l'Organisation des Nations Unies se justifie amplement par le fait que nous voulons atteindre un but commun, maintenir la paix et la sécurité internationale. Okay. Alors, ambassadeur Olo, je crois que la professeure tout à l'heure... Excusez-moi, Loco. Alors, dites-nous, le Bénin est représenté au sein de l'ONU à travers une mission permanente. Alors, en quoi consiste cette mission et elle fait quoi? Comment ça se passe concrètement? Cette question est très technique. Oui. Quand vous posez la question, ça suppose que vous faites une différence entre une ambassade classique et une mission permanente. Il faut dire que le droit de légation, le droit d'envoyer ou de recevoir des missions, le droit de légation en relation avec les organisations internationales pose des problèmes très particuliers. Et ici, les sujets en présence sont de nature très différente. Quand il s'agit d'États, de relations de deux États, il y a la souveraineté qui entraîne le principe le caractère de représentativité. Mais quand il s'agit d'organisations internationales, ce n'est pas évident. C'est l'État qui est souverain, mais l'organisation, non. Elle est créée par les États. Elle a une personnalité juridique propre. Elle peut envoyer une mission, mais elle n'a pas une souveraineté comme un État. Et la convention de base, qui est classique, qui régit les relations diplomatiques, c'est la convention de 1961, qui s'applique aux États. En 1975, il a été question les Nations Unies ont essayé d'imaginer une nouvelle convention, mais qui n'a pas pu entrer en vigueur. Pourquoi? Parce que si l'ambassadeur du Bénin à New York, il ne représente pas le Bénin auprès des États-Unis, mais auprès des Nations Unies. Mais si dans une convention comme celle-là, on lui donne les mêmes avantages que les ambassadeurs, ça donne trop de contraintes à l'État américain parce que un diplomate, on le surveille. On pas le surveille, on assure sa sécurité. Voilà. Alors, ça fait trop de charges pour un État. Ça fait que la plupart des conventions élaborées dans le cadre de l'organisation internationale pour faire le statut de sa mission, ça n'a pas prospéré. Ça, c'est au niveau du statut de la mission même, ça. Mais il faut avouer que, par rapport à la mission, dans les faits, ça s'aligne sur la Convention de 1961, la négociation, la représentation, l'information, c'est pratiquement la même chose. Et pour revenir rapidement, quand Madame parlait du travail au quotidien des Nations Unies, la mission des Nations Unies reçoit par exemple une information, l'ambassade du Bénin près les Nations Unies reçoit une information comme une ambassade du Bénin ailleurs, en France ou en Allemagne, mais la réaction est la même, informera. Et tout à l'heure, quand on parlait des activités, au quotidien, cette mission, en dehors de ce que les ambassades font habituellement, de ce que toutes les ambassades font habituellement, cette mission auprès d'une organisation internationale, auprès des Nations Unies, je travaille il y a 6 commissions qui fonctionnent au quotidien. Et l'ambassade, et souvent il n'y a pas assez de monde dans l'ambassade pour gérer tout ça. Et en dehors de ça, l'ambassade a les mêmes missions qu'une ambassade classique. Vous voyez à peu près. Voilà.
Alors, mais dites-nous, sur quels critères on choisit est-ce que c'est les mêmes ambassadeurs qu'on envoie à l'ONU ou il faut avoir un autre profil ou comment, sur quels critères on choisit tous ceux-là qui doivent travailler pour la mission permanente? Sous réserve du pouvoir discrétionnaire, du pouvoir exécutif, un diplomate, pour ce niveau-là de travail, doit être sélectionné par rapport à des critères de compétence et d'ancienneté. Mais ça varie selon les pays. Au Bénin, je ne connais pas le nouveau décret, mais l'ancien décret qui régit le ministère des Affaires étrangères précise qu'on ne peut envoyer auprès des organisations internationales qu'un diplôme de carrière. Mais personnellement, je ne suis pas pour ça parce que partout besoin, on peut trouver des cadres valables qui ne sont pas des diplomates, capables de travailler dans un milieu... Et qui sont spécialisés des relations internationales, exactement. par exemple. Donc, je ne suis pas très à cheval sur ça, mais le plus important, c'est la compétence. Parce que imaginez-vous, vous êtes diplomate de carrière, vous faites 25 ans de carrière, vous êtes dans une ambassade comme une mission comme celle-là, on vous envoie un ambassadeur qui n'est pas diplomate. Mais si vous sentez que cet ambassadeur a la culture générale qu'il faut, comprend les dossiers qu'on lui soumet et peut donner des instructions, des orientations, parce que les Nations Unies, c'est très complexe. Je suis diplomate de carrière. La politique étrangère dont on parle là, c'est souvent un certain nombre de principes. Ce n'est pas une Bible, mais je suis dans des situations concrètes sur le terrain, ce n'est pas prévu dans la politique étrangère. Ouais. Bon, alors, aujourd'hui, il y a beaucoup, avec les moyens de communication, je peux solliciter des instructions à la capitale. Comme je peux ouvrir les yeux pour voir comment ça se passe au niveau des autres États africains. Un petit exemple, un diplomate qui a eu des problèmes dans une commission prend une position. Et c'est le président, le chef d'État étranger qui appelle notre président. C'est autant du président Kérékou. Vous dites, mais comment se fait-il qu'un diplomate bénin nous rend la vie difficile dans telle négociation? Mais vous voyez le réflexe du président Kérékou. Il appelle le ministre, il dit, mais rendez-moi compte de la situation au niveau de telle commission. Le ministre appelle. L'ambassadeur lui fait le point. Le président Kérékou demandait, mais si c'est ça son attitude, il faut que le diplomate l'explique. Mais vous, monsieur le ministre, vous essayez de savoir quelle est la position des autres États africains. Vous voyez, ça demande quand même un peu de précaution. Ok. Alors merci. Nous avons eu de grandes figures africaines. Vous avez parlé de Kofi Annan, qui a été secrétaire général des Nations Unies, dont le monde entier pleure sa disparition. Est-ce que nous avons aussi de grandes figures béninoises qui ont porté haut le drapeau du Bénin au sein des Nations Unies? Un nom me vient à la tête, Luc Yankadia, qui a été secrétaire exécutif, par exemple, de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Est-ce qu'au Bénin, on a d'autres grandes figures comme ça, madame? Oui, certainement. Écoutez, le Bénin reste encore un pays où beaucoup de cadres sont au sein des organisations internationales. C'est vrai qu'au niveau de l'Organisation des Nations Unies ou du système des Nations Unies, on se plaint parfois de ne pas avoir des personnalités de haut niveau, les cadres D1, vraiment les grandes directions, ceux qui sont représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. Mais commençons par le plus ancien, Albert Tevo Edjere. Albert Tevo Edjere est quand même resté représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, je crois que nous avons un compatriote Noudéou, qui a été aussi nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Akodjenou, pareil. Donc on est vraiment sur des postes de très haut niveau. Alors si on prend de façon générale, en quittant l'Organisation des Nations Unies, et je ne peux pas critiquer l'Organisation des Nations Unies sans citer notre ministre des Affaires étrangères actuel, Aurélien Aguenossi. Je crois en Centrafrique. D'abord le Rwanda, ensuite Centrafrique. Voilà, donc vous voyez que, c'est vrai qu'ils ne sont pas légion, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Mais si on élargit, en quittant l'Organisation des Nations Unies, la Cour internationale de justice, nous avons eu Ignacio Pinto. Quand je fais mes cours de droit international, je demande toujours aux étudiants, est-ce que vous savez si on a un ancien fonctionnaire qui a été à la Cour internationale de justice? Et on me dit souvent non. Je dis, mais non, on a eu quand même
un monsieur qui s'appelle, lui, Ignacio Pinto, qui a été juge au sein de la Cour internationale de justice. Et puis après, vous avez le système des Nations Unies avec le Bureau international du travail, Zachary Ibrahima, Moucharaf Paraiso, Fagla Bossa, donc assez de personnes dans ce système des Nations Unies. Mais je pense que encore là, l'ambassadeur local est le mieux pour vous donner la seule chose que j'aimerais ajouter, madame a parlé de notre compatriote Luis Ignacio Pinto. Mais j'ai été impressionné par ça. Par rapport à quoi? C'était le premier ambassadeur du Bénin aux Nations Unies et qui a été jugé à la Cour internationale de justice. Ce qui montre qu'au fond, aux Nations Unies, dans le multilatéralisme en général, ce n'est pas le poids de votre pays qui compte d'abord, c'est ce que vous valez vous-même en tant que représentant. C'est pour ça qu'il faut que nos autorités soignent ça. Le choix de celui qui représente, c'est très important. Oui, ambassadeur, la professeure a énuméré quelques figures qui représentent donc valablement le Bénin au sein de cette institution, de cette organisation. Comment le Bénin arrive-t-il à placer donc ces cadres au sein des institutions onusiennes? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que... Il faut avouer que ce n'est pas systématique jusqu'à 2010. Et pendant qu'on fêtait le cinquantenaire de la diplomatie béninoise, des mesures avaient été prises. Je n'ai pas fait le suivi. Et normalement, je me souviens que les affaires étrangères aient des bases de données désormais pour avoir les profils qu'il faut au moment où c'est nécessaire. Mais parallèlement, il faut avouer que aujourd'hui, il y a quand même des canaux, beaucoup de canaux. Il est demandé aux Béninois qui ont le profil qu'il faut, parce que chacun choisit son profil. Aujourd'hui, on peut aller sur les sites des Nations Unies pour voir les postes vacants. Première chose. Il y a des postes, effectivement, qui reviennent d'office aux États. C'est très politique. Mais, techniquement, ceux dont on parle, l'actuel ministre des Affaires étrangères, mon ami Arnaud Akodianou, mais c'est des gens qui se sont battus eux-mêmes. Et ils ont grandi dans l'institution. Et beaucoup de Béninois peuvent utiliser ce même canal. Et il y a aussi un autre canal, le militantisme, la société civile internationale. Quand vous parlez aujourd'hui de Maître Reine à la PINI, qui est la Cour pénale internationale. Moi, je me rappelle, je représentais le Bénin à la commission des États partis, créant la Cour pénale internationale. Elle venait comme militante d'une ONG internationale. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans le système. Aujourd'hui, elle est juge du Bénin. Vous voyez? Donc, elle a travaillé elle-même. Elle a milité. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de canaux. En plus, en dehors de tous ces canaux classiques, il faut avouer qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une diplomatie en dehors du champ exclusif des États. Aujourd'hui, si vous êtes un grand artiste, vous pouvez avoir une reconnaissance sur le plan international, on vous connaît, on peut vous proposer, vous voyez. Si au Sénégal, Youssou N'Dour, qui est un musicien de grande renommée, a été nommé ministre de la Culture, et que sur le plan international, il peut être appelé à d'autres fonctions. Donc de la même manière, n'importe quel Béninois qui se fait reconnaître comme notre compatriote Angélique Kidjo, qui est ambassadrice... vous parlez d'Angélique Kidjo, je pense à Gangbé Brass Band. Moi, j'étais allé à Genève à une conférence, et puis on me dit c'est l'ambassadeur qui me dit, ce soir il y a un festival à Lausanne, je vais à Lausanne, je vois des gens venus de partout de l'Europe pour voir Gangbé Brass Band. Et ma fille me dit qu'elle est allée en Grande-Bretagne, on lui demande, vous connaissez Gangbé Brass Band? Vous imaginez? Pour dire que même là, ça s'appelle diplomatie culturelle. Donc ce n'est plus le champ exclusif des États. Ok. Alors merci, nous allons à présent prendre une pause. Nous allons suivre la chronique qui nous a été donc proposée par M. Marcel Arnaud Damata, qui est juriste de droit international, diplômé de cycle 2 en diplomatie et relations internationales. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer au jeu remis-ménage de sur cette émission. Donc, et la question c'est bien, Kofi Annan est le seul Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies depuis sa création. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Suivons la chronique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique.
Membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, la République du Bénin entretient avec cette dernière des relations assez privilégiées. En effet, la coopération entre le Bénin et l'ONU est vieille maintenant de 58 années et présente des avantages certains aussi bien pour la partie onusienne que celle béninoise. Cette coopération se décline suivant deux aspects fondamentaux que sont d'une part l'action du Bénin au sein des Nations Unies et d'autre part l'action onusienne au Bénin. Si ce second volet ne présente pas d'énormes difficultés quant à sa mesurabilité, du fait de la présence très remarquable du système des Nations Unies au Bénin à travers ses fonds, programmes, institutions, organes et agences, ainsi que par les multiples actions bien visibles qu'il mène sur le terrain, le premier volet apparaît quant à lui moins évident. De fait, envisager l'action du Bénin au sein des Nations Unies provient à aborder le rôle et la place de ce dernier au cœur de l'institution onusienne. A posteriori, cette tâche n'est pas des plus aisées et présente bien d'éléments handicapants. L'élément central ici est relatif au rang qu'occupe le Bénin en tant qu'État en voie de développement. Sa petitesse et qui ne favorise pas forcément un rayonnement efficient de ce dernier au sein de l'ONU. L'on pourrait à juste titre penser que le Bénin au sein des Nations Unies ne correspond à rien de notable. Toutefois, c'est bien faire preuve là d'une étroitesse d'esprit car, loin de penser que le Bénin fait piètre figure au sein des Nations Unies et qu'il n'y possède aucune voix, nous notons que la participation de ce dernier au sein de l'organisation n'est point négligeable. La représentativité du Bénin au sein des Nations Unies se mesure à l'aune de deux points focaux. Le premier a trait à la participation du Bénin ou encore à sa diplomatie et le second concerne les bénéfices qu'il en tire. Primo, par le biais d'une diplomatie optimale, le Bénin participe activement à la vie de l'organisation ainsi qu'à la majorité des prises de décision. Présent au sein des 6 commissions de l'Assemblée générale des Nations unies, il participe aux débats généraux et expose sa vision sur toutes les questions débattues. Pour ce faire, il prend part à toutes les sessions ordinaires de l'Assemblée générale des Nations unies. La dernière en date est celle de la 72e session qui a eu lieu courant septembre-décembre 2017 et au cours de laquelle le Bénin a joué un rôle important. Témoin son coparrainage en vue de l'adoption de la résolution 112-50 intitulée « Agir dans l'unité avec une détermination renouvelée en vue de l'élimination totale des armes nucléaires ». Dans son dynamisme, le Bénin a pu prendre la direction en 2012 de la Commission des Nations Unies pour le désarmement et du groupe des pays les moins avancés en 2002 et 2013. Son activisme lui a permis de se faire également élire 2 fois déjà comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment au cours des mandats 1967-1977 et 2004-2005. Ces 2 élections ont favorisé un rayonnement international du Bénin et lui ont entraîné des dividendes. Secondo, les retombées dues à la participation du Bénin au sein des Nations Unies sont de plusieurs ordres. Tout d'abord d'ordre politique, la participation permet au Bénin de se faire un nom au sein de la communauté internationale, d'être au cœur des débats et préoccupations qui touchent à l'ensemble de la planète et d'avoir son mot à dire dans la prise de décision. Dans ce sens, au cours de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies entre 2004 et 2005, le Bénin a œuvré pour faire avancer le dossier sur les enfants soldats. Ensuite, d'ordre bilatéral, participer à la vie au sein des Nations Unies recèle d'importants atouts sur le plan de la coopération bilatérale. C'est pendant les travaux dans les différents groupes que les États se font courtiser en vue de leur soutien pour le vote ou le rejet d'une résolution ou décision donnée. Cette situation permet de faire du chantage pour négocier des aides au développement. Enfin, d'ordre économique, la participation permet au Bénin de tirer les avantages directs en termes d'investissement. Le 7 février 2017, par exemple, le Bénin a négocié un accord de transit des équipements de la MINUSMA au Mali. Aussi, au titre de sa participation à l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Bénin a pu négocier dans le cadre du plan cadre national 2017-2021 d'importants accords de financement. Plus important, le Bénin est aujourd'hui incontournable en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, où il est cité partout en exemple pour le professionnalisme et le sérieux de ses troupes présentes sur presque tous les théâtres de conflit. Le Bénin au sein des Nations Unies rime donc avec force et efficacité. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. De retour au studio, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent appeler pour poser leurs différentes préoccupations sur le thème en composant les numéros 65 00 24 24, 21 33 84 19. Ils peuvent également participer au jeu Remis Ménage en répondant à la question du jour. Kofi Annan est le seul Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies depuis sa création. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Les réponses sont attendues via WhatsApp au 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Alors madame, la professeure, dites-nous, quelle est votre réaction par rapport à la chronique? Quelle réaction vous avez? Non, c'est une belle chronique dans le sens où
on voit la place justement de certaines personnalités dans le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies et du système des Nations Unies. Nous avions commencé à dire est-ce qu'il y a des figures. Nous avons cité plus des figures qui sont au sein de l'Organisation des Nations Unies ou dans les agences liées à l'Organisation des Nations Unies, mais il y a quelques figures qui seraient intéressantes de rappeler, qui font partie des institutions spécialisées des organisations des Nations Unies. Je prends l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, l'éducation, avec Noureini Tidjani Serpos. Nous savons très bien la place sur le plan intellectuel, le dynamisme de ce professeur d'université. Je pense aussi à la place importante. Aujourd'hui, nous avons un ministre d'État en charge du plan et du développement, le ministre Abdoulaye Biochane, qui a été au département Afrique du FMI, directeur Afrique du FMI. Donc, on peut penser que l'expérience capitalisée, la renommée sur le plan international de ces différentes personnes-là nous profite pour la mise en œuvre de nos projets, de nos programmes. Donc vraiment, il y a cet élément qui avait à noter. C'est un petit pays, c'est vrai, mais c'est aussi un pays, je pensais l'aborder, qui a beaucoup travaillé sur les enfants soldats dans les conflits armés. La résolution 1612 de 2005 qui a été adoptée justement pour mettre en place tout un système de suivi, un mécanisme de suivi de toutes les problématiques autour des enfants soldats. Cette résolution a été adoptée à l'initiative du Bénin, et de la France, mais du Bénin, soyons chauvins. Dans les personnalités, quand on parle des objectifs du développement durable, on a le panel des personnalités de haut niveau chargées des supervisions des consultations nationales. Nous parlions tout à l'heure du ministre d'État ABT qui est aujourd'hui aussi en charge des ODD, mais sur le plan international, celui qui nous a représentés, c'est le professeur Fulbert Amoussouga Géraud. Il faisait partie des rares personnalités 13 sur le plan mondial, et c'était un Béninois, je pense qu'il faut le souligner. Et nous avons ainsi plusieurs de nos compatriotes qui sont dans différents groupes de travail. C'est important de le souligner. Notre rôle ensuite, en ce qui concerne le maintien de la paix. Alors, nous ne sommes pas dans tous les théâtres. Nous sommes quand même... Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Oui, je vais quand même un peu amoindrir la fougue de Damata, que je connais assez bien. Nous sommes présents au niveau de la MONUSCO et de la MINUSMA. Nous avons vraiment un gros contingent, plus de 400 Béninois dans chacune de ces missions, que ce soit au niveau du Mali comme au niveau de la RDC. Au niveau de l'ONUCI, nous avons aussi beaucoup participé. Et c'est vrai que le général Amoussou est connu pour... François, je crois, en tout cas pas l'actuel. Ferdinand Amoussou est assez connu, a une grande renommée en matière de maintien de la paix, et le sérieux, le professionnalisme de nos hommes de rang, de zèmes de sécurité est quand même assez important. Enfin, si je peux m'arrêter sur quelques éléments, il faut dire que nous sommes partis des premiers États qui ont accepté d'être impliqués dans les stratégies pour les ODD. Le Parlement du Bénin est parmi la première vague. Le Bénin est l'un des pays volontaires quand il a fallu assurer la coordination du système des Nations Unies avec la mise en place des représentants résidents en charge de toute la politique de l'équipe des Nations Unies. Nous faisions partie dans cette réforme-là des premiers volontaires. Donc, pour dire que le Bénin reste assez... dynamique, on peut faire bien plus. Il y a toujours une marge de manœuvre, une marge de progression, mais nous ne sommes pas loin de là les derniers de la classe. Ok. Alors donc, on rappelle que les auditeurs peuvent appeler au numéro suivant 65 00 24 24 21 33 84 19.
Oui, nous l'avons suivi dans la chronique. Vous l'avez évoqué également, professeur. La coopération entre le Bénin et les Nations Unies est une coopération à double détente, comme on le dit. Le Bénin participe donc au fonctionnement de l'institution onusienne, mais bénéficie en retour de certains avantages. Théodore Loko et faites bien, ambassadeur Théodore Loko, si vous le permettez. Partagez-vous cet avis? Oui, bien entendu, je partage cet avis. Tout ce que j'aimerais préciser, c'est que aussi bien la participation aux travaux que le bénéfice de la coopération internationale s'analyse à deux niveaux. Si je prends la participation aux travaux, il y a le Bénin au cœur des négociations. Donc c'est aussi bien la mission à New York, les différentes administrations. Vous savez, la politique étrangère s'appuie sur une administration. Et quand tout à l'heure, dans la chronique, on sent, c'était très beau, c'était une très belle chronique. On voit, mais quand ça marche comme ça, certains auteurs appellent ça, on dit, ce succès est dû au lien bien organisé entre les variables internes et les relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réformes. Comme Madame le professeur vient de dire, on aura encore mieux si nous avons une administration qui connaît ces réformes. Sinon, déjà, en ce moment-là, quand vous prenez le Conseil de sécurité, au moment où on était au Conseil de 2004-2005, mais moi j'ai vu une administration qui tournait très bien. Vous avez la direction des organisations internationales. Parce que le Bénin était au Conseil. Si vous lisez les résolutions du Conseil de sécurité, ça finit toujours par le Conseil reste saisi. C'est la dernière phrase, ça. Ça signifie quoi? Que quand vous êtes membre du Conseil de sécurité, vous n'êtes pas au repos. La direction des organisations internationales des affaires étrangères nous rend compte au quotidien des activités aux Nations Unies. Donc, il y a une commission. Moi, j'ai été le rapporteur de la commission, mais qui rendait compte tous les jours et on suivait et on donnait des instructions à l'ambassadeur d'ici. Maintenant, il faut organiser la conférence en fin de mandat. Et dans la chronique, il a été précisé enfants soldats, mais on a eu une guerre autour de ça. Les Nations Unies ne reconnaissent pas le terme enfants soldats. Mais ils parlent des enfants dans les conflits armés. Mais pour organiser cette conférence, on devrait être en liaison avec la France et l'ambassadeur à New York pour travailler au quotidien. Et ça permet de tester, comme Madame vient de dire, notre administration qui fonctionne bien. Pour dire, donc, la politique étrangère s'appuie sur l'administration qui fonctionne bien. Là, c'est le Bénin au cœur des négociations. Mais il y a aussi les Béninois au cœur de l'expertise onusienne. Mais c'est une réalité parce que quand c'est le Bénin au cœur des négociations, on peut recevoir des instructions de Cotonou. Mais quand c'est les Béninois au cœur de l'expertise onusienne, il n'y a pas d'instruction à recevoir de l'État. Ça, c'est très important à savoir. Maintenant, au niveau du bénéfice de la coopération, et la chronique a fait état de l'aide au développement à travers le système en place, onusien en place au Bénin. Mais il y a un élément fondamental, un bénéfice fondamental qu'on ne peut pas oublier, c'est le respect du système, l'utilisation du système mis en place. Madame le professeur est mieux placé pour moi pour en parler, mais le règlement des conflits. Mais le Bénin avait un conflit avec le Niger, mais on est allé devant la Cour. Ça signifie que nous avons accepté l'état de droit international. Ça aussi, c'est un bénéfice de la coopération internationale. Okay. Alors dites-nous, madame, finalement, nous savons que le système des Nations Unies est encore appelé équipe des Nations Unies au Bénin, est placé sous le leadership du représentant du programme des Nations Unies pour le développement. Quel rôle joue cette équipe-là au Bénin? En fait, c'est les grandes réformes de l'Organisation des Nations Unies pour éviter ce qu'on a constaté pendant longtemps, le chevauchement des compétences, la dispersion des moyens. En mettant en place le système des Nations Unies avec un représentant résident qui coordonne les activités à la fois de l'Organisation des Nations Unies et des organisations liées, il s'agit de tenir compte des vraies demandes de l'État. Chaque État définit son plan de développement et désormais on a une coordination. Chacun ne vient pas faire ce qu'il veut comme il veut, n'importe comment. Non, chacun, les différentes actions sont faites en fonction de ce plan de développement et le représentant résident est en charge de la coordination de ces actions-là
pour éviter cette dispersion des moyens. Okay. Donc, ce n'est pas, disons que c'est un métronome. Il ne devient pas le chef du FMI, il ne devient pas le chef du représentant de l'UNESCO. Non, il est là pour s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions, qu'il y a une vraie coordination des financements, parce que le budget devient maintenant un budget lisible pour tous, du financement du système des Nations Unies. Okay. Alors, dites-nous, ambassadeur, quel bilan on peut faire donc de l'action de ce système des Nations Unies au Bénin, très rapidement? Il faut dire que moi, je ne peux pas faire un bilan parce que c'est très hasardeux. Oui. Très hasardeux. Mais quelques mots quand même. Oui. Parce qu'on voit l'OMS, l'UNFPA, le PNUD. Je salue, j'ai suivi tout à l'heure la chronique, je salue le plan cadre, il a parlé de plan cadre en vigueur 2014-2016, 2018. Là, c'est bien dans la mesure où ça peut soutenir les réformes du gouvernement béninois. Mais il faut dire que... moi, j'aime bien, il y a un cours à l'université que j'aime bien, les grands problèmes politiques contemporains. Ouais. Et au cœur de ce problème, de ce cours-là, où à l'université, c'est la vérité à l'université, c'est pas la langue du bois, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de ce qui est fait. Pourquoi? Mais il faut être heureux qu'on soutienne nos réformes. Mais il faut remarquer que l'individu aujourd'hui, quand vous voyez autour de vous, voyez à la télévision tous les jours, vous sentez que l'individu est confronté à une société de moins en moins structurée. Aussi bien les entreprises, les États, les associations. C'est-à-dire, il y a comme... Les gens ne savent plus sur quoi s'appuyer. Et la société elle-même, malheureusement, semble être confrontée à la désintégration des domaines. Vous voyez, l'économie qui se détache du social, le culturel, malgré les efforts, est longtemps dans les marges, et le politique donne parfois, sur le long terme, pas au Bénin spécifiquement. Non, absolument, nous parlons sur le long terme, l'impression d'avoir des problèmes de crédibilité face à l'ampleur globale des défis. Face à des situations comme celle-là, on ne peut pas faire un bilan, ce serait très hasardeux. Okay. Mais il y a un effort qui est fait. Okay. Alors, le dernier mot vous revient, professeur Dandy Yamou. Le temps passe tellement vite quand on vient à cette émission. Dites-nous, pour clôturer cette émission, quel est votre dernier mot? L'Organisation des Nations Unies et le système des Nations Unies, pour moi, la famille des Nations Unies, c'est le reflet de la solidarité internationale. C'est ce qui, pour moi, me fait adorer le droit international. C'est qu'au-delà des grandes difficultés du monde, on a, en principe, en tout cas dans l'épure du droit international, la mise en place d'une organisation qui est en charge de la paix et de la sécurité internationale et tout autour d'autres organisations qui ne sont pas spécifiquement en charge de cette paix et de cette sécurité internationale, mais qui font des activités qui doivent contribuer à mettre en place la paix et la sécurité internationale. Ok, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment l'élément fondamental. Et le Bénin à sa place. Nous l'avons bien compris, amis auditeurs et auditrices, nous voilà à la fin de notre émission. Pour ce 4e numéro, nous avons abordé le thème le Bénin au sein des Nations Unies avec nos deux invités, professeur Dandy Yamou, agrégé de droit public, professeur titulaire, conseiller à la Cour suprême, directrice du Centre de droit international et de l'intégration africaine de l'Université d'Abomey-Calavi, et le docteur Théodore Loko, diplomate, ambassadeur à la retraite, docteur en droit public, enseignant. Nous avons fait l'analyse du rôle et de la place de notre pays au sein du système onusien. Nous avons surtout fait le bilan de la coopération entre le Bénin et l'ONU sur deux aspects, la participation à travers sa diplomatie et les bénéfices qu'il tire de cette participation. Faut-il le rappeler, Savoir politique est une émission à caractère pédagogique axée sur l'instruction civique. Prenez le prochain rendez-vous de votre émission Savoir politique pour le 15 septembre prochain pour parler des partis politiques. Mais avant la prochaine émission, vous pouvez suivre la rediffusion de cette présente émission dimanche prochain à la même heure, à savoir entre 18h et 19h. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Au micro, c'était Alain Tosnon et moi, Gaba. À la prochaine émission. Merci. Politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique.